Bonjour mes amis. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier et vous souhaiter à vous, les abonnés à mes chaînes YouTube et TikTok, une bonne et heureuse année 2025. Je vous remercie de me faire confiance. J'espère ne pas vous décevoir cette année et de vous faire découvrir de plus belles vidéos. À ma cousine Rose, qui me laisse de jolis petits commentaires, bonne et heureuse année à toi Rose. À Céline, ma nièce bien-aimée, merci de me suivre et de m'encourager. Bonne année à toi, CC. À Marie-Louise, Annette Dieu, merci pour tes commentaires. Bonne année à toi, Marie-Louise. Je souhaite aussi une bonne et heureuse année à tous les départements et territoires d'outre-mer. Je souhaite une bonne année à mes amis du prêcheur, Yvon, Didier, Christophe, la salope et les autres. Aux amis de Saint-Pierre, Lennox, Mario, mon jumeau, Miguel et les autres, bonne année. Je souhaite une bonne et heureuse année à ma famille, mes sœurs et frères, neveux et nièces. Bonne année à mes cousines chéries, Marie, Soso, bébé. Bonne année à vous. Et enfin, une bonne année très particulière à Rodrigue, à Aude, à Gladys, à Mario et à tous les membres d'IRPAC. Nous vous remercions pour votre engagement en notre nom. Merci de nous avoir ouvert la voie. Je suis à 100% avec vous. Bon courage à toi, Rodrigue. On pense très fort à toi et à ta famille. J'espère que tu sortiras bientôt de prison et que nous pourrons continuer le combat. De tout ce que tu aies confiance en toi. Faites tourner, s'il vous plaît, pour qu'ils reçoivent mon message. Merci et encore bonne année 2025 à tous. Comme vous le savez, je me balade assez souvent sur les réseaux sociaux pour trouver des idées et chercher des vidéos qui me plaisent. Et j'ai trouvé une qui me fait très plaisir et j'aimerais la partager avec vous. Pour savoir que le combat que l'on mène, c'est un vrai combat pour faire avancer notre pays. Et j'aimerais que vous me donniez votre avis après avoir vu cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis, votre famille. Le combat sera très long, mais on peut le gagner. J'espère que vous allez apprécier. Le monsieur qui nous raconte, enfin qui nous parle de la situation que se trouve notre pays, et qui nous parle aussi du airport, il connaît son sujet. Il ne parle pas à la légère. C'est pourquoi des vidéos comme ça, j'aime bien les partager et faire découvrir à la communauté ce que l'on fait, ça intéresse beaucoup de monde. Et que nous devons vraiment être fiers de ce qu'on fait pour notre pays, pour nos enfants, pour nos parents, pour notre famille. Vraiment, j'aimerais que vous regardez ça avec intérêt. S'il vous plaît. Merci. À bientôt. Si vous regardez les médias, dans le jour précédent, vous avez entendu les médias dire un accord a été signé, les choses sont entrées dans l'ordre. Vous avez vu le préfet de Martinique qui venait sur le plateau, qui s'est transformé en ambassadeur de ces accords, qui disait le bien fondé de ces accords. Mais c'est archi faux. On en est bien loin. La situation est beaucoup plus nuancée. Il n'y a pas d'accord. Ce sont des conneries. Des accords ont été signés entre bandes du même gang. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Revenons sur les faits. Comme je vous l'ai dit, à la tête du EPRAC, qui est une association, une petite association, il y a M. Rodrigue, il y a Mme Aude, il y a Mme Gladys. Et ces trois-là, franchement,
font plaisir à voir. Ce sont des gens qui, contrairement à ce qui s'est fait dans le passé, savent de quoi ils parlent. Autre particularité, ce sont des gens qui viennent vraiment du peuple. C'est pas des gens qu'on a foutus en costume, qui ont fait HEC ou je sais pas quoi, qui ont étudié la politique selon les théories de l'espace et qui ne sont pas vraiment au parfum des réalités du terrain. Ce sont des gens qui sont touchés directement par la cherté de la vie. Ce sont des gens que les problèmes touchent réellement. Et c'est très important parce que ces trois-là, avec le EPRAC, vont devenir un peu comme un virus malveillant dans le système machiavélique de ce tandem État-Béquet. Parce que de tous les temps, ils ont toujours eu un plan qu'ils déployaient en 3 grandes étapes. Mais là, toutes ces étapes ont été mises à mal par le EPRAC. Je vous explique. En 2009, lorsque les manifestations ont commencé, c'était des manifestations monstres. On n'avait jamais vu autant de manifestations dans les îles. C'était monstre. Mais c'était monstre parce que il y avait des syndicats forts, il y avait des entités politiques fortes, il y avait des connexions entre les îles. C'était impressionnant. Cette fois-ci, c'était beaucoup moins impressionnant en termes de nombre. Mais c'était ô combien structuré. Parce qu'on avait en face des gens qui avaient pris la peine de comparer les prix. On avait en face des gens qui avaient pris la peine d'aller au contact des distributeurs. Des gens qui avaient pris la peine d'aller au contact des consommateurs. Des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Mieux, des gens qui savaient à qui ils avaient affaire. Et cette petite donnée est très importante pour comprendre comment le EPRAC va agir. Et c'est une leçon pour toutes les entités à travers tous les pays paupérisés pour savoir comment agir. Vous avez vu les gilets jaunes? Eh ben, c'est une version bêta beaucoup plus améliorée, beaucoup plus structurée, moins nombreuse, mais croyez-moi, c'est chirurgical ce que le EPRAC est en train de faire. Je m'explique. Un peu comme à la période coloniale, quand les Béquets ont commencé à être inquiétés par tout ce que le EPRAC faisait, par tout le barrage, le blocage des activités économiques, la métropole a décidé d'envoyer des CRS, qui sont les tapis des gens, je ne vais pas mettre des images pour des raisons que vous connaissez, commettre toutes sortes d'actes, voilà, bref, des CRS quoi. Et là, la première étape, la toute première étape de Paris, à travers ces médias, a été de décrire les événements selon un prisme bien réducteur. Si vous remarquez, quand les événements pacifiques ont commencé, les médias qui parlaient de ce qui s'est passé en Martinique étaient très peu. Ils ont laissé faire. C'est quand ça a commencé à tourner au vinaigre, que les premières voitures ont été incendiées, que les premiers business ont été incendiés, que les premiers magasins ont été pillés. Là, schlac, ils ont commencé à faire des photos. Flash info, en Martinique, les manifestations brûlent. Les manifestants brûlent, les magasins sont pillés. Pour montrer ces manifestations comme des manifestations qui déstabilisent, qui détruisent, qui mettent à mal l'île. Parce que, bien évidemment, rien ne justifie tout ça. Même si la vie coûte cher, rien ne justifie tout ça. Voilà l'idée principale. Voilà la première étape de ce plan qui a été mis en place depuis Paris. On décrédibilise les manifestants, on les montre comme les méchants. Sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est que le EPRAC, je vous l'ai dit cette fois-ci, a compris le nerf de la guerre, l'information, le narratif. Depuis le début, c'est des gens qui maîtrisent les réseaux sociaux. Le mouvement a commencé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes ne vont plus regarder BFM ou que sais-je. C'est les réseaux sociaux. Ils ont commencé dès le départ à montrer la réalité du terrain sur les réseaux sociaux. Donc, ce phénomène de distraction, de nuage de fumée pour distraire les gens, ça ne marche plus. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas distrait quelqu'un parce que les gens étaient au courant de la vraie réalité. Mais est-ce que tout ça justifie les marges de 200 à 300%? Je ne pense toujours pas. Et là, naturellement, on peut se poser des questions. Pourquoi la Martinique importe la majorité de ses produits? Si les raisons que j'ai évoquées un peu plus tôt ne justifient pas ces différences de prix d'environ 200 à 300%, quelles sont donc les vraies raisons? Et pour avoir des réponses à ces questions, je pense qu'il est nécessaire de faire un tour dans l'histoire. Et vous allez comprendre que l'origine de toutes ces disparités tarifaires sont certes dues au caractère insulaire, sont certes dues à la fameuse taxe de l'octroi de mer, sont certes probablement dues au bas salaire, mais sont surtout dues à un aspect structurel qui est un héritage colonial. Mais trêve de bavardage, intéressons-nous un peu à l'histoire. Et vous allez voir que
il y a un certain type de personnes, une certaine catégorie de population en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, dans toutes ces îles-là, qui ont un rôle, et non des moindres, dans cette histoire. Bien évidemment, vous verrez sur la toile une floraison d'articles qui disent que non, leur rôle n'est pas aussi important qu'on le croit. C'est de la poudre de perlimpinpin. L'histoire est beaucoup plus sombre que celle-là. Mais allons-y dans le vif du sujet. Commençons par l'histoire. Du milieu du XVIIe siècle jusqu'en 1848, les Antilles ont utilisé une population esclave déracinée d'Afrique. Ce schéma de développement économique était généralisé à l'ensemble des colonies européennes de la zone Amérique-Caraïbes. Principaux acteurs économiques de cette période, les colons métropolitains qui ont de ce fait eu recours à cette main-d'œuvre asservie pendant près de 2 siècles participaient ainsi à un crime contre l'humanité. Mais ces colons blancs sur l'île, il faut analyser un peu leur profil. Parce que l'histoire veut que ce soit des nobles français qui soient arrivés sur ces îles-là et qui aient pratiqué tout ça. Mais l'histoire est un peu plus nuancée que ça. Je m'explique. Retournons un peu au XVIe siècle. Au XVIe siècle, on se retrouve dans une situation où les Européens commencent à envahir ces îles. Le problème qui se pose, c'est qu'à cette époque, les voyages étaient périlleux, le trajet était inconfortable, il y avait des maladies qui les décimaient, et donc, c'était pas les voyages les plus sexy. Aujourd'hui, vous voyez la Martinique, la Guadeloupe, c'est bien pour aller en vacances, mais à l'époque, les trajets n'étaient pas aussi confortables. Et donc, les populations européennes qui sont arrivées en Martinique n'étaient pas des nobles, c'était plutôt des bandits, des repris de justice, des prostituées, bref, tout un tas de rejets de la société qui ont débarqué en Martinique parce qu'ils n'avaient rien à perdre en Martinique, en Guadeloupe, et qui se sont installés. Et tout ce microcosme de blancs venus sur ces terres va s'installer et va recevoir des terres, des concessions, sur ordre du roi de France. Ils vont donc commencer à pratiquer l'agriculture et ce sont ces derniers qui vont avoir recours aux esclaves pour travailler dans leurs terres.